comment devenir le numéro 1 dans les domaines que nous exerçons. Ma première photo que j'ai eu à prendre, c'était en 2009. À chaque fois que je rends service et que le client est satisfait et que ma poche aussi est satisfaite, c'est que c'est un bon moment pour moi. Quelles sont les techniques que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions attirer beaucoup de gens? Vous devez savoir ce que vous devrez faire que les autres ne font pas. Ils ont tendance à croire que derrière toutes ces belles réalisations, il n'y a pas de processus. Qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que moi je peux apporter au-delà de ce qu'ils font. Et là où il se sentira bien servi, c'est là qu'il va s'attacher. L'argent n'a jamais été beaucoup ou peu. Je dois me créer une autre activité au sein du même studio. Comment faire en sorte que nous puissions créer un lien avec notre client? Ce que le client cherche, c'est le résultat final. Impossible de devenir le numéro 1 si nous ne sommes pas sérieux dans ce qu'on fait. Ça fait combien de temps que vous exercez en tant que photographe? Mesdames et messieurs, bonjour. On a toujours dit que la réussite d'un homme ne devrait pas être jugée par ce qu'il a réalisé, mais plutôt par les obstacles qu'il a surmontés. Aujourd'hui, avec notre invité du jour, nous n'allons pas seulement parler de tous les obstacles qu'il a surmontés, mais nous allons aussi parler de toutes ses belles réalisations. On vous a toujours dit que c'était impossible de réaliser de grandes choses dans la vie lorsqu'on vient d'une certaine famille. On vous a toujours dit que c'était impossible d'être le numéro 1 dans un domaine si on n'a pas touché à certaines choses. Et tout ça, avec cette interview, vous allez remarquer que ce sont juste des limites que la société essaie de nous infliger pour que nous ne puissions pas nous développer. C'est pourquoi moi j'ai toujours affirmé que peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous avez été, vous pouvez être qui vous voulez. Alors bien avant que je puisse donner la parole à notre invité du jour pour qu'il puisse se présenter, moi aussi je vais me présenter. Je m'appelle Axel Bin, je suis coach et formateur en développement personnel, un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment dans la niche du développement personnel. Je fais souvent des micro-trottoirs, des interviews et j'organise aussi des conférences. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu que pour avoir une meilleure vie, il faut être une meilleure personne. Et pour être une meilleure personne, il faut travailler sur son développement personnel. Alors, si toi aussi tu aimerais travailler sur ton développement personnel, abonne-toi parce que sur cette chaîne, je partagerai avec toi tous les meilleurs conseils sur le développement personnel qui t'aideront à devenir une meilleure personne. Alors là, maintenant, je vais donner la parole à notre invité du jour et il va se présenter. Bonjour, monsieur Axel. Bonjour, merci. Et je salue aussi tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Voilà, je me nomme Patrick Katé. Je suis... Bon, je m'arrête d'abord par là parce que c'est la question qui m'a été posée, juste la présentation. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de vous, de votre carrière, de votre parcours de vie et autres. Et déjà, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites dans la vie, dans quel domaine vous exercez et autres. Je suis photographe, je suis réalisateur, je suis producteur des artistes musiciens, je suis visionnaire d'une plateforme évangélique Parole Inspirée. Je suis un peu dans tout ça. Voilà, c'est ce que je dirais. Ok. Aujourd'hui, nous allons nous baser un peu sur ce côté-là de la photographie. Nous allons parler de votre carrière en tant que photographe. Et du coup, j'aimerais aussi savoir pourquoi est-ce que vous faites de la photographie? Wow. La photographie, je le fais parce que d'abord, premièrement, c'est un lien du son. Oui. Mon père était un photographe. Alors déjà, vous comprenez que je l'ai hérité de mon père. Oui. Alors, au-delà de cela, c'est parce que j'ai aussi aimé, j'ai aussi apprécié ce que mon père a fait, ce que mon père fait. Et voilà, je me suis dit, je peux aussi m'intégrer. Et voilà, je me suis intégré et aujourd'hui,
je suis aussi photographe. Donc je dirais que c'est un héritage, voilà. Exactement. Et vous savez, actuellement, lorsque les gens regardent des personnes comme vous, disons, qui excellent très bien dans un domaine, ils ont tendance à croire que derrière toutes ces belles réalisations, il n'y a pas de processus. Et du coup, j'aimerais d'abord que nous puissions parler de votre processus. Comment est-ce que vous avez commencé en tant que photographe? Par où est-ce que vous avez commencé pour qu'aujourd'hui, vous puissiez arriver au niveau où vous êtes? Waouh! Comme je viens de le dire tout à l'heure, que c'est partant du lien du sang. Donc quand j'ai grandissé, je voyais ce que mon père faisait. Alors je me suis du coup attaché à cela. Et bien que je m'étais attaché à cela, c'était son service, son travail. Oui. Maintenant, il fallait qu'à un certain moment, que je puisse aussi me créer mon propre chemin, malgré que ce sera toujours la même activité, mais que je puisse aussi m'effrayer de mon propre chemin. Alors, le commencement a toujours été difficile. Je n'avais pas commencé déjà avec une activité propre à moi, mais j'avais commencé d'abord étant travailleur d'un studio. Alors, quand j'ai commencé, j'étais travailleur dans un studio. On me payait 3000 francs les jours. Hein? Ok. On me payait 3000 francs les jours. Alors, en passant, j'aimerais aussi pouvoir attirer l'attention de tout le monde, disant que peu importe l'argent que vous pouvez recevoir partant de votre travail, ne minimisez pas cet argent. Parce qu'il n'y a jamais eu... l'argent n'a jamais été beaucoup ou peu. Exactement. Alors, c'est votre façon de vous organiser qui peut en tout cas vous mettre dans un confort demain ou après-demain. Alors moi, on me payait 3000 francs les jours. Alors, on me paye 3000. Et puis, dans les 3000 là-bas, je devrais sortir un petit budget pour pouvoir s'alimenter. Vous voyez, dans la journée, vous êtes au travail, oui. Il faut manger aussi. Parce que ce n'est pas que vous allez rentrer chez vous, manger et puis revenir au travail. Non, oui. C'est être au travail. Sur ce qu'on va te donner, tu vas sortir, c'est que tu voudras payer quelque chose à manger. Donc, vous comprenez déjà que si vous enlevez 1000 francs, vous restez avec 2000 francs. Alors, dans les 2000 francs, vous avez aussi peut-être vos besoins personnels qui sollicitent un petit montant d'argent pour pouvoir se satisfaire avec. Et si vous enlevez 1000 francs pour vos besoins et 1000 francs mettre épargnés, vous voyez un peu comment est-ce que la vie est difficile de pouvoir s'organiser. Alors c'est là que quand j'évoluais comme ça, c'était un studio photo. Alors je me suis dit, question de pouvoir multiplier les revenus, je dois me créer une autre activité au sein du même studio. Ça veut dire que j'ai créé une sous-traitance, vous voyez un peu. Donc créer une activité qui n'existait pas dans les studios. Et si j'apporte cette activité, quand même le revenu sera différent. Lorsque on sollicite les services que je mettrai en place, même si je dois laisser quelque chose au bureau, mais j'aurai quand même une grande part parce que c'est mon initiative. Exactement. Alors c'est là que j'avais commencé avec l'histoire de la vidéo, être réalisateur. Je me suis dit, bon, ici il n'y a pas de réalisateur, alors je peux me lancer dans la réalisation. Parce que lorsque un client qui va venir solliciter la réalisation, quand même, c'est moi qui sera à la tête de ça, c'est moi qui va coordonner. Et c'est à moi de mettre un petit pourcentage dans le compte du studio. Et c'est par là que j'ai commencé à me développer comme ça, jusqu'à ce que je me suis encore propulsé en épargnant. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Alors, c'est aussi un petit conseil que je pourrais donner à tous ceux-là qui nous suivent, à tous ceux-là qui
aspirent à entrer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous devez avoir un esprit d'initiative. Donc, si vous avez un esprit d'initiative, vous pouvez multiplier votre revenu. Voilà, c'est un peu dans ce sens. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre intervention. La première chose que vous avez dit, vous avez commencé par le fait de ne pas se dire, de ne pas monopoliser notre travail parce qu'on gagne une petite somme d'argent. Deuxièmement, vous avez dit le fait de sous-traiter, de créer une petite sous-traitance dans l'établissement que nous travaillons. Ce qui est vraiment très important. D'ailleurs, récemment aussi, dans une de mes interviews, j'avais interviewé un monsieur qui avait aussi presque les mêmes parcours. Maintenant, de son côté, lui, il travaillait dans une école et dans cette école-là, il n'y avait pas d'imprimante. Et c'était lui qui avait sous-traité, il a effectué une sous-traitance dans cette même école-là. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très intéressante. Donc, regardez juste autour de soi et trouver de l'inspiration, trouver ce que nous pouvons améliorer pour qu'on puisse faire des choses. Alors là, maintenant, j'aimerais savoir, durant tout votre parcours, durant votre carrière, durant tout ce temps que vous faites, que vous exercez dans votre domaine, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face et peut-être qui vous a poussé même à penser aussi à abandonner? Wow. Penser à abandonner, cela ne m'est jamais arrivé. Parce que étant entrepreneur, déjà on se prépare, on s'attend à des moments compliqués qui peuvent arriver. Oui. Mais la pire des choses, c'est de penser à pouvoir abandonner. Même quand ça ne marche pas, il ne faut pas abandonner. Il faut juste essayer de chercher d'autres stratégies à pouvoir mettre en place pour pouvoir s'en sortir. Ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, les difficultés n'ont jamais manqué. De mon côté, si je dois énumérer les difficultés, je crois que je dois beaucoup réfléchir pour savoir c'était quand j'avais reçu des difficultés, tout ça. À part les difficultés courantes lorsque vous n'êtes pas trop sollicité par des clients, lorsque les clients ne viennent pas, c'est juste des moments qui arrivent. Et puis après, ça passe rapidement et voilà. Donc ça, c'est par rapport à la situation économique du pays. Et on ne peut pas, en tout cas, se faire beaucoup de pensées sur ça. Alors, j'ai vécu au moins un moment qui m'avait un peu trop bougé. C'était au moment où, quand je m'étais déjà créé aussi ma propre petite entreprise. Bien sûr, c'est moi qui coordonnais le tout. J'étais à la tête de ma petite entreprise et j'avais des gens avec qui je travaillais avec. Et j'avais déjà mis toute ma confiance en eux afin qu'ils puissent aussi très bien faire évoluer le travail. Maintenant, il est arrivé à un moment où ils se sont aussi décidés de pouvoir se retirer pour aussi se créer leur propre entreprise. Alors, ça m'avait beaucoup bougé parce que moi, je m'étais retiré un tout petit peu de l'entreprise. Je les avais laissé la coordination et les clients mettaient leur confiance en eux parce que c'est les clients qui les voyaient. Et moi, j'étais un peu derrière, j'étais dans l'ombre. Alors, j'étais obligé de prendre le travail en main. Et pour relever ce travail, c'était un peu compliqué parce que vous voyez, si ils se créent leur propre entreprise, directement, ils ont la possibilité d'influencer tous les clients qui les connaissent pour partir avec eux là-bas. Mais il s'est fait que j'étais obligé de pouvoir chercher d'autres stratégies à pouvoir monter afin de ne pas perdre tous les clients et de les ramener encore toujours à solliciter mon service. Et c'était un moment bouleversant, c'était un moment qui m'avait pris beaucoup de temps pour pouvoir me relever. Et c'est là que je dirais que je crois que c'est un moment difficile
de toute ma carrière que j'ai eu à traverser dans ce sens. Ok, ça c'est vraiment une tragédie. Ça fait mal vraiment parce que des fois lorsqu'on fait confiance aux gens et puis à un moment donné, ces personnes-là se retirent et surtout dans les business, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un très grand choc. Et aussi, j'aimerais aussi dire une chose qui est vraiment... Avant que j'aimerais juste aussi dire ou soit conseiller aussi aux entrepreneurs qui aiment donner leur confiance totale en leurs travailleurs, même si cette activité-là, vous ne connaissez pas la pratiquer, mais essayez quand même de gérer ça, de près, ouais, un peu. Même si tu crées une activité que tu ne connais pas exercer, mais ne vous retirez pas totalement, suivez ce travail-là de près et que les clients aussi puissent vous connaître dans ces métiers pour que lorsque il peut sembler que les travailleurs prennent la décision de sortir, que vous ayez quand même des bonnes bases qui pourra remettre l'activité en marche. Voilà un peu. Maintenant, si vous laissez toute la confiance et que vous ne gérez plus, les clients ne vous connaissent plus, ça veut dire que lorsque ça va un peu bouger dans ce sens, vous serez trop pénalisé avant de pouvoir relever le travail. C'est aussi une leçon que j'ai apprise dans l'expérience et depuis ce jour-là, j'ai commencé à prendre tout au contrôle, quand même que c'est difficile, mais j'essaie quand même de prendre tout au contrôle afin d'éviter les pires dans ce sens. C'est une très bonne leçon déjà, une très bonne leçon. Faire les contrôles, faire les suivis de tout ce que l'on fait. En tout cas, c'est un très bon parcours, un très bon processus déjà, j'apprécie. Et aussi, hormis tous ces côtés-là flous, hormis tous ces mauvais côtés que nous venons à peine d'aborder, quels sont les bons moments que vous avez connus aussi durant votre carrière en tant que photographe? Ah, vraiment. Les bons moments. Le bon moment. En tout cas, je crois que à cette question, je dirais que à chaque fois que je rends service à un client et que le client est satisfait et que ma poche aussi est satisfaite, c'est que c'est un bon moment pour moi. Ok. Voilà, je n'ai pas de moment idéal disant que non, il y avait eu ça. Non, Ok. j'en ai pas vraiment. Mais à chaque fois que je peux m'embaucher et que le client est satisfait du service rendu, en tout cas pour moi, c'est un bon moment. Donc j'ai déjà passé beaucoup de moments, des bons moments, voilà. Je dirais ça. Ok, c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. J'aimerais d'abord qu'on puisse parler d'un sujet vraiment qui me touche personnellement. Et ce sujet-là, c'est pour savoir comment se différencier des 80% des personnes qui nous entourent. Je pose cette question parce que nous pouvons être là, 10 personnes, on travaille sur un même domaine. 10 personnes à faire presque la même chose. Alors, comment faire de façon à ce que nous, on puisse se différencier de la concurrence, qu'on puisse se débarquer pour que les gens puissent toujours avoir besoin de nous, de nos services et autres? Bah, bien évidemment, c'est en tout cas une question pertinente. Alors, je vais essayer de parler de mon expérience Oui. qui servirait pour certains de pouvoir aussi se démarquer. Parce que vu que je suis reçu dans votre émission, c'est que j'ai fait quand même la différence parmi plusieurs. Exactement. Alors, si je suis arrivé à faire la différence, c'est parce que j'ai utilisé la méthode dans l'entrepreneuriat. Très souvent, c'est une méthode très très efficace et c'est l'étude du terrain. Vous voyez, si on est entrepreneur, si on veut faire une activité quelconque, il faut d'abord faire l'étude du terrain, savoir, même si tu as trouvé d'autres personnes qui pratiquent le même métier, alors il faudra étudier pour voir qu'est-ce que moi je peux mettre en jeu pour que ça puisse me différencier des autres. Qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce que moi je peux apporter au-delà de ce qu'ils font
pour que je sois aussi remarqué rapidement et que je sois aussi, que j'attire aussi plusieurs, que je puisse me démarquer, voulais-je dire. Voilà, d'abord, ça là, c'est une question primordiale qu'il faudra d'abord se poser avant de se lancer. Oui. Alors, je vais devoir aussi donner ces conseils à tout celui qui veut se lancer dans un domaine quelconque. Pour pouvoir se démarquer, il faut d'abord faire l'étude de terrain, savoir d'abord qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que toi tu peux apporter de plus sur ce qu'ils font pour que tu sois particulier et pour que tu te démarques des autres. Alors, c'est un peu ça, en grosso modo, ce que je pourrais donner comme conseil. Voilà, dans ce sens. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Vous avez parlé de l'étude du milieu, voir d'abord ce que les autres font et puis regarder comment est-ce que nous pouvons adapter ce que nous allons faire de façon à ce qu'on puisse aussi se différencier. Alors, là, j'aimerais savoir, lorsque maintenant on fait face à des clients, comment faire en sorte que nous puissions créer un lien avec notre client de façon que notre client puisse toujours nous revenir vers nous et recommander même nos services à d'autres personnes. Wow, c'est une très belle question. Alors, c'est qu'il faut savoir d'abord que le client est roi. Exactement. Comme on le dit très souvent, le client est roi, ça veut dire qu'il mérite beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Alors, il faudra mettre tous les enjeux possibles pour pouvoir mettre les clients à l'aise. Il faudra mettre toutes les possibilités pour pouvoir mettre le client dans un confort. Pour que lorsqu'il arrive, il vient solliciter ton service et quand il sera servi, il est satisfait. Ça veut dire qu'il ne cessera pas de penser à vous et de vous revenir encore pour vous solliciter d'autres services. Et lorsque un client arrive et que vous ne lui donnez pas tous les honneurs qu'il faut pour lui, il va se sentir déconsidéré et il n'aura pas encore ce désir de revenir solliciter votre service. C'est un peu ce que je pourrais dire sur ça. Ok, et parmi les stratégies que vous utilisez personnellement pour fidéliser vos clients, quelles sont les stratégies que vous avez remarquées qui marchent parfaitement bien? Bien sûr, je suis photographe. Et si je dois répondre, bon, nous sommes dans un monde de concurrence. Alors si je dois répondre favorablement à cette question, je crois que ça sera une façon aussi de pouvoir dispatcher mon expérience ou soit de pouvoir dévoiler mon secret. Vu que nous sommes dans un monde de concurrence, en tout cas, si je dévoile tous mes secrets, ça pourra me créer des adversaires potentiels. Vous voyez? Exactement. Alors, je ne vais pas tout ouvrir, mais je pourrais au moins dire un ou deux éléments très importants pour ça. Alors, je dirais il faut savoir les soucis du client pour bien le servir. C'est quoi les soucis du client? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher quel service et comment il veut que vous puissiez le servir. Lorsque vous comprenez son souci et que vous essayez de se plonger dans son souci, je crois que il sera fidèle à vous. Vous voyez un peu. Maintenant, lorsqu'il a un souci, mais vous le servez par votre façon de comprendre les choses, au lieu de les servir par sa façon de comprendre les choses ou par sa manière. Vous voyez un peu? Alors, ça va créer un peu un déséquilibre entre vous et le client ne sera pas totalement fidèle parce qu'il ne trouve pas des services qu'il vient chercher. Parce que lorsque vous allez solliciter un service, c'est pour qu'on puisse vous servir
afin que vous soyez satisfait. Exactement. Maintenant, si vous êtes satisfait à 40%, ça veut dire que vous serez obligé d'aller chercher mieux. Et vu que nous sommes dans un monde de concurrence, il peut essayer ici. Si ça ne tient pas, il va chercher une autre part. Et là où il se sentira bien servi, c'est là qu'il va s'attacher. Voilà, c'est un peu, en gros, ce que je pourrais dire en ce qui concerne la manière de pouvoir fidéliser nos clients. C'est juste accomplir leurs désirs. C'est un peu ça la clé. Ok, sur ce point-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé, Et je crois qu'on va revenir à une question que j'avais posée au début, mais cette fois-ci, je vais essayer un peu d'ajouter quelque chose de nouveau. Et là, j'aimerais savoir maintenant comment devenir le numéro 1 dans son domaine. Comment devenir le numéro 1 dans les domaines que nous exerçons. Ok, devenir le numéro 1, il faut d'abord être sérieux dans le travail que vous faites. Oui. Peu importe le travail que vous faites, si seulement vous mettez du sérieux, parce que les gens, ou soit les clients, cherchent là où il y a le sérieux. Si vous promettez que vous allez rendre le service tout au plus tard, tel jour, et si vous respectez, c'est déjà une façon de se démarquer. C'est une façon d'être une référence. Parce que le même client, ou soit les voisins du client, peuvent solliciter un service une autre part et qu'il y a des scandales là-bas. Ouais. Il lui dira que non, telle part, c'est pourquoi chez tel, en tout cas, c'est très bien organisé. Et voilà, vous allez comprendre que prochainement, l'autre là ne sera pas rapide à aller chercher notre service une autre part, mais il sera obligé de revenir chez vous. Alors, première des choses, il faut d'abord mettre du sérieux. Savoir que ce que vous faites, ce n'est pas en entendant, mais c'est toute votre vie. Parce que je vois qu'il y a des gens, certains, dans le métier, par exemple, du photographe que je fais, que j'exerce, ils se disent, bon, moi, je fais d'abord la photographie parce que je suis encore étudiant. Lorsque je vais finir les études, je vais chercher autre chose à faire. Ouais. Et quand vous faites ça, donc vous ne serez pas sérieux dans cela et vous n'aurez pas des projets consistants pour votre métier. Vous voyez un peu? Et vous allez comprendre que vous n'allez pas évoluer. Mais si vous savez que c'est là mon début et c'est là ma fin, vous comprendrez que vous allez mettre toute votre énergie pour pouvoir propulser le travail et pouvoir aussi se démarquer. Ouais. Parce que lorsque vous ne mettez pas du sérieux ou soit de l'énergie dans ce que vous faites, vous n'allez pas aspirer à devenir numéro 1. Mais lorsque vous avez les sérieux, vous avez des objectifs sur ce travail, vous allez mettre tous les enjeux possibles, question d'être une référence. Ouais. C'est un peu, en gros, c'est que je dirais, pour pouvoir aussi ajouter un petit élément, c'est que vous devez savoir que vous êtes dans un monde de concurrence. Oui. Et c'est sur ce que j'avais dit encore au début. Vous êtes dans un monde de concurrence. Oui. Et pour que vous puissiez vous démarquer et être numéro 1, parce qu'on ne peut pas être numéro 1 là où vous êtes seul. Oui. Donc, là où vous êtes seul, c'est difficile d'être numéro 1. Mais on est numéro 1 lorsqu'on fait face. Ce que nous devrons savoir aussi, c'est que nous sommes dans un monde de concurrence. Voilà. Avec ce que vous faites, pour que vous puissiez être numéro 1, vous devez savoir ce que vous devrez faire que les autres ne font pas pour que ton service soit beaucoup plus sollicité que les autres services, voulais-je dire. Mais ce que j'ai déjà remarqué aujourd'hui, prenons le cas du métier que j'exerce, la photographie. Ouais. Ce que j'ai remarqué, plus particulièrement ici à Likasi, j'ai remarqué que plusieurs photographes, au lieu de lutter afin de pouvoir être numéro 1 devant le client, mais ils luttent pour être numéro 1 entre eux, photographes. Vous voyez un peu, c'est
ces contrastes, Oui. c'est que il y a certains photographes qui luttent pour avoir le matériel très efficace plus que les autres photographes. Au lieu de lutter à pouvoir satisfaire le client. C'est pourquoi j'ai dit au début de l'émission qu'il fallait avant tout faire l'étude du milieu. Ça veut dire savoir qu'est-ce que le client veut. Est-ce que le client, à son niveau, il a la possibilité de savoir que la marque de la caméra que tu as peut lui produire quelque chose de mieux que les autres, ou ce que le client cherche, c'est les résultats finaux. Alors, aujourd'hui, les photographes investissent beaucoup plus dans les achats de matériel au lieu d'investir, de mettre leur énergie pour pouvoir satisfaire les clients. Vous voyez un peu? Oui. C'est un peu ce qui fait souffrir plusieurs photographes de l'ICASI. Alors, il te sera difficile d'être numéro 1 parce que tu peux te payer des grands matériels qui coûtent très cher et que donc tu seras obligé aussi de hausser le prix par rapport au matériel que tu as. Et quand tu hausses les prix et que le client, lui, il n'a pas besoin qu'il soit servi seulement avec une telle caméra de telle marque. Ouais, un peu. Oui. Mais lui, il a juste besoin d'avoir des souvenirs qui sont présentables et point barre. Vous voyez un peu. Et lorsque vous connaissez un peu ce que le client cherche et ce que le client veut, vous pouvez au moins essayer de mettre en équilibre ses besoins. Donc peut-être, parce qu'il y a une catégorie des clients qui sont informés sur le matériel et ils veulent avoir tel genre de service. Mais non, il y a certains aussi qui ne sont pas informés, ils ont juste besoin d'avoir un souvenir. Ouais, un peu. Maintenant, il faut mettre en équilibre les deux, savoir servir celui qui a besoin justement d'avoir des souvenirs et celui qui est informé, pouvoir lui donner aussi un service par rapport à ses exigences. Vous voyez un peu. Alors, si vous faites cette étude, vous allez comprendre que vous allez être sollicité et peut-être être numéro 1. Ici à l'ICASI, je ne dirais pas que je suis le numéro 1 en ce qui concerne la photographie. Oui. Mais je dirais que je suis... Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai entendu un témoignage de l'un des photographes Oui. qui a dit que non, apparemment, à l'ICASI, tu es beaucoup plus sollicité que les autres Oui. en termes du studio photo. Voilà un peu. Ça veut dire que j'ai compris les besoins du client et j'essaie de les servir, de pouvoir le servir pour le satisfaire. Voilà. Alors, avec ceux-là qui veulent avoir des matériels sophistiqués, je les mets aussi en jeu pour eux. Donc, j'essaie un peu de rassembler toutes les catégories, de les servir. Et voilà, ça explose dans ces sens. Exactement. J'ai beaucoup aimé votre intervention. Merci. Surtout sur les points de la sérieuxité dans ce qu'on fait. Ouais. Impossible de devenir le numéro 1 si nous ne sommes pas sérieux dans ce qu'on fait. Voilà. Impossible de devenir le numéro 1 dans un domaine si on voulait faire les choses pour nous impressionner entre nous-mêmes plutôt que d'essayer d'offrir des bons services. Des bons services aux clients afin de les séduire. Exactement. Sur ces points-là, vraiment, vous avez totalement raison. Donc, si vous voulez devenir le numéro 1 dans votre domaine, mettez du sérieux dans ce que vous faites. Ne faites pas des choses juste pour essayer. Non, on fait d'abord ou soit pour passer juste du temps. Ça, vraiment, vous n'aurez pas de l'avenir dans ce que vous allez faire. Alors là, maintenant, j'aimerais savoir déjà quelles sont les techniques que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions attirer beaucoup de gens qui veulent de nos services. Waouh! En tout cas, vous avez une gibecière de questions. Merci Vraiment, beaucoup. vous êtes vraiment préparé en conséquence pour... Exactement. Ah, vraiment. Alors, je vais essayer quand même de pouvoir donner quelques petites techniques par rapport à mon expérience. Ce que j'ai compris, c'est que lorsque vous voulez vous lancer dans un domaine quelconque,
et que vous n'êtes pas connu, pour vous faire connaître, il faut utiliser aussi la méthode de la publicité. Oui. Lorsque vous présentez votre produit à la télé, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes qui pourront t'aider à se connecter avec des clients, alors n'hésitez pas vraiment à pouvoir investir dans la publicité. Ça d'abord, c'est aussi la première des choses et la chose primordiale lorsque on veut se créer aussi une place dans votre domaine. La deuxième des choses, c'est que vous devez offrir aux clients un prix abordable. Un prix abordable, mais une très bonne qualité de service. Vous voyez? Oui. Et lorsque vous présentez un prix très abordable et une qualité de service, vous allez comprendre que vous allez séduire les clients et vous allez attirer les clients. Donc si vous essayez un peu d'utiliser ces deux méthodes, je crois que ça pourra aussi vous créer une place dans le monde de votre domaine. Et je crois que c'est après, lorsque vous serez sollicité, c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant réviser encore votre tarif. Question de vous mettre en équilibre avec tout le monde. Exactement, exactement. Là, j'aimerais poser une question. Mais avant que je puisse poser la question que j'ai en ce moment, j'aimerais encore poser une autre question. Donc, c'est la question qui va introduire la deuxième question. Et la première question, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps que vous exercez en tant que photographe? C'est depuis 2018. Donc, je dirais que ça fait maintenant 7 ans. 7 ans que je suis photographe. 7 ans que j'ai commencé la carrière solo. Carrière solo. Mais j'ai commencé quand même à prendre des photos avant 2018. Ma première photo que j'ai eu à prendre, c'était en 2009. Oui. C'était en 2009. Et en 2009, il n'y avait pas de caméras numériques, tout ça. Oui. Tout était analogique. Alors, c'était des caméras très compliquées à utiliser, que plusieurs photographes aujourd'hui ne peuvent même pas pouvoir se retrouver. Mais nous, quand même, on a eu la chance de commencer déjà avant et je maîtrise l'ancienne marque. Et aujourd'hui, quand même, avec ces nouvelles marques, en tout cas, ça facilite tout le monde à pouvoir exercer ce métier. D'abord, j'avais commencé en 2009, j'ai commencé à évoluer avec mon père, j'ai évolué avec mon père. Et là, il n'y avait pas de photos d'envoyer dans les téléphones, à poster sur WhatsApp, il n'y avait pas ça. Oui. Là, c'est carrément imprimé sur des cartes. Photo sur place. Ouais, et il n'y avait pas la possibilité, oh, on vous prend une photo, oh, vous pouvez voir, vous pouvez zoomer. Ouais. Il n'y avait plus ça. Je vois. Là, c'est on vous prend une photo, voilà, c'est parti. Si vous avez fermé les yeux, donc sur la carte, vous allez sortir une photo, vous avez déjà fermé les yeux. Et dans l'ancien temps, la manière, il n'y avait plus de cartes, il n'y avait pas question de cartes mémoire. C'était les films. Alors, ces films-là, si vous l'enlevez de la caméra, si vous ne respectez pas les conditions, c'est là que vous allez entendre les gens dire que oh, faut une lungula, oh. Tout ça, c'est lorsque vous essayez de ne pas respecter les processus pour pouvoir enlever le film de la caméra et ça fait ça. Alors, je suis passé dans tout ça et je maîtrise tout ça. Et c'est après en 2018 que j'ai commencé maintenant la carrière solo avec les nouvelles marques qui facilitent tout le monde à prendre des photos. Même les bébés aujourd'hui peuvent aussi prendre des photos. Exactement. D'ailleurs, je me rappelle les jours de ma conférence, les photographes aussi avaient besoin que nous puissions prendre une photo ensemble. Et là, il avait juste choisi une personne au hasard comme ça. Tu vois, juste appuyer voilà. Ici. Et là, directement, c'était une très belle photo d'ailleurs. Et j'ai posé cette question parce que la question suivante, et c'est pour savoir, depuis 2009, depuis 2018, vous exercez dans ce domaine-là.
vous avez quand même fait beaucoup de choses. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous avez été sollicité par-ci, par-là. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous gonflez pas d'orgueil? Pourquoi est-ce que vous ne vous disiez pas que non, tout ce que j'ai fait, c'est déjà énorme. Je peux quand même arrêter aussi par ici. Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas, mais vous continuez toujours? Je dirais l'obtention de sécurité, quelque chose comme ça. En tout cas, cette question est vraiment super métaphysique. Mais je vais quand même essayer de répondre. Ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas abandonner. Parce que nous, les hommes, quand même, nous ne pouvons pas rester bras croisés sans rien faire. Parce que nous sommes dans ce monde et tout le monde a besoin d'argent. Exactement. Voilà, si vous avez une activité qui vous rapporte quelque chose de consistant, mais je ne pense pas que vous pouvez vous imaginer à pouvoir arrêter de faire ce travail-là. Moi, je me dis, même si je vais pouvoir investir dans autre chose, je ne peux pas quand même fermer la source. Je ne peux pas bloquer la source parce que je sais que c'est de là que est venu ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas, en tout cas, m'enfler d'orgueil parce que, bon, je vais m'enfler d'orgueil devant qui? Est-ce que c'est devant les clients? Parce que les clients sont mes rois. Ouais. Ou bien c'est devant mes collègues photographes. Je ne peux pas parce que la complémentarité est très importante dans la vie. Donc, si vous vous croyez au niveau supérieur, je crois que vous n'allez pas aussi évoluer. Mais lorsque vous êtes un peu équilibré, vous pouvez écouter les conseils même d'un petit qui pourra te sauver. Oui. Parce qu'on ne sait pas tout dans la vie. Peut-être l'autre est avisé sur une information quelconque que vous ignorez. Donc ça se complète, c'est parce qu'aujourd'hui la technologie, comme la technologie pointe à l'horizon, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment la capacité de tout connaître. Alors il y a des choses qui viennent du jour au jour. Alors peut-être il y a quelqu'un d'autre qui est informé avant toi. Alors si vous enflez d'orgueil, je crois que ça va vous bloquer, vous serez limité, vous ne saurez pas évoluer. Alors c'est un peu dans ce mot que je pourrais dire que je n'arrive pas à arrêter et à m'enfler d'orgueil, c'est par rapport à ça. Alors là, nous sommes presque arrivés vers la fin de notre interview. Quel est le conseil que vous allez donner, quel est le conseil que vous pourrez donner à une personne qui aimerait aussi se lancer dans une carrière comme la vôtre? Les plus grands conseils, je crois que je l'ai déjà dit encore. J'aimerais les répéter, peut-être aussi ajouter une petite nuance sur cela. C'est que il faut savoir faire ce que vous voulez faire avec sérieux et avec objectif. Vous savez, dans tous les cas, il y a toujours eu l'excellence. Ça veut dire que vous pouvez être photographe, certainement, mais vous pouvez aussi toucher à l'excellence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez savoir qu'il y a des photographes des présidents de la République, oui. Il y a des photographes des grandes personnalités. Oui. Et il y a aussi des photographes simples. Maintenant, ce qui peut vous faire arriver à ce niveau d'excellence, c'est le sérieux dans ce que vous faites. Ça veut dire que lorsque vous le faites, vous vous dites que c'est ça ou rien. Mais lorsque vous le faites, vous dites que c'est en entendant ou c'est juste essayer pour voir ce que ça va donner. Je crois qu'en cela, vous n'allez pas toucher, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Alors, ce que je peux au moins vous conseiller, c'est mettre du sérieux, même quand ça ne marche pas. Essayez de montrer d'autres stratégies qui pourront vous permettre à pouvoir évoluer, à surmonter ces étapes afin que vous puissiez réussir. Donc, c'est un peu dans ce sens que je pourrais dire à tout celui qui veut se lancer dans la photographie, ne regarde pas parce qu'il y a de tels, il y a de tels, en tout cas moi je ne ferai rien, mais vous ne savez pas la grâce aussi particulière que Dieu vous a déjà faite. Cette grâce peut vous accompagner dans votre domaine et vous exploser. Voilà, c'est un peu dans ces petits mots que je pourrais donner comme conseil à ceux-là qui veulent emprunter ce chemin.
Exactement. Et là, pour conclure cette interview, ça se fait souvent en quelques étapes, 3 ou 4 étapes. Premièrement, est-ce que vous avez une question à me poser? Une question. Ouais. Voilà, monsieur Axel, pourquoi vous mettez toujours le noir noir? Parce que je me suis déjà... J'ai remarqué cela, vous mettez toujours le noir noir de haut en bas. Alors, c'est quoi le message derrière le noir? Une très bonne question déjà. Une très bonne question. Déjà, pour commencer, je ne m'habillais pas en noir lorsque j'étais tout petit. Je m'habille aussi avec des couleurs comme tout le monde. Et ce qui a fait que je puisse commencer à m'habiller comme ça, premièrement, déjà, c'est une question de personnalité. C'est en fonction de ma personnalité. Je suis une personne très discrète, très introvertie. Et j'associe le fait là d'être discret au noir. Je ne vais pas donner toutes les raisons, mais il y a aussi ça. Et aussi côté sérieuxité. Donc, avec moi, c'est la sérieuxité ou rien. Et j'associe le fait là d'être sérieux au noir. Et aussi, il y a question de créativité. Je suis une personne, j'aime trop la productivité, la créativité. Je peux être là à lire des livres, écrire des choses, faire des montages vidéo. Et les noirs, pour moi, ça me motive, ça augmente les niveaux de concentration. Et personnellement, je me sens bien. Et aussi, c'est une question d'élégance personnelle. En tout cas, vous avez beaucoup de choses derrière ça, hein? Exactement, c'est une question d'élégance. Ça... Une autre question, c'est que d'abord, je voulais savoir, vous êtes entrepreneur ou soit justement conférencier? Bon, ou bien ce que vous faites là, c'est dans l'entrepreneuriat, en quelques mots. Ouais, je comprends parfaitement. Alors, c'est une question déjà qui est très particulière. Personnellement, actuellement, je suis un conférencier, je suis un créateur de contenu et aussi, pour le moment, je travaille dans une compagnie minière. Donc, sur ce point-là, oui. Et j'organise aussi des coachings par-ci, par-là avec des personnes pour les aider aussi à surmonter quelques blocages, à atteindre leurs objectifs et autres. Pour ce côté-là d'être entrepreneur, je ne suis pas vraiment sur ce point-là parce que bon, pour le moment, vraiment, je suis focus dans ce que j'ai fait, la création de contenu. Maintenant, vos créations de contenu là, c'est avec quel message derrière? C'est avec quel thème? C'est pour les amoureux? Est-ce que c'est pour motiver les chrétiens dans la foi? Est-ce que c'est pour motiver les entrepreneurs? Ou soit votre motivation cadre sur quoi? Exactement. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'avais dit, moi je suis convaincu que pour avoir une meilleure vie, il faut être une meilleure personne. Et pour être une meilleure personne, il faut travailler sur son développement personnel. Alors, pour toutes ces personnes qui aimeraient travailler sur leur développement personnel, alors cette chaîne est dédiée à toutes ces personnes. Donc, peu importe votre statut social, peu importe votre religion, vos croyances, si vous voulez travailler sur votre développement personnel, alors tous les contenus que j'ai fait, que j'ai publié sur ma chaîne YouTube vous concernent. En tout cas, merci pour votre intervention. Je crois que prochainement, je serai à votre place, toi et vous ici. Okay. Et je commence à vous poser des questions. Quand même, je me suis adapté, voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je serai toujours là et ça sera un énorme plaisir de discuter. D'ailleurs, tellement j'ai beaucoup apprécié cette interview. En tout cas, il y aura une deuxième partie. Ça, c'est la première. Il y aura une deuxième partie, peu importe le temps. Là, vous allez me donner un meilleur conseil sur la vie en complétant la phrase « dans la vie ». Alors, dans la vie, je dirais dans la vie, il faut être sérieux. Vraiment être sérieux. Ce que vous faites, faites-le bien parce que la bénédiction, votre bénédiction en dépend. Ça veut dire aussi que dans la vie, quand je parle d'être sérieux, c'est que aussi, ça me concerne personnellement et c'est un message que je lance aussi à ceux-là qui nous suivent. Dans la vie, si vous avez une dette de quelqu'un, il faut payer.
il faut être sérieux. Vous dites, vous respectez. Si vous avez une dette, vous payez seulement. Et aussi, dans la vie, il faut être discret. Il ne faut pas vous laisser fonctionner par les émotions de ce que les gens vous font. Ça veut dire que il ne faudra pas que si vous vivez une situation compliquée, il faut la faire voir à tout le monde que vous vivez un moment compliqué. Restez discret parce que le silence, c'est une arme redoutable. Lorsque quelqu'un vous fait du mal et que vous restez silencieux, ça va les troubler parce qu'il ne saura pas savoir ta position. Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu prépares quelque chose contre lui? Ou est-ce que tu as déjà oublié ça? Maintenant, pour toi, le silence te mettra dans un confort ou soit dans un climat de paix. Mais pour lui, ce sera des questions qui vont les tourmenter et il ne sera pas dans la paix. Voilà, c'est un peu un petit conseil que je pourrais aussi donner à tous ceux-là qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup déjà. Merci pour cette interview. Merci de répondre à mon invitation. Et j'ai beaucoup apprécié cette interview. Et on vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie exactement. Alors, sans plus tarder, c'était Axel Bin. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle d'or. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aussi invité.